Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Débat. Rabat, la capitale du Maroc, accueille actuellement la 31e édition du Salon international de l'édition et du livre, le Ciel. Au même moment se tient en Côte d'Ivoire la 16e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. L'occasion de s'intéresser au secteur de l'édition en Afrique, financièrement, comment se portent les auteurs, les éditeurs et les libraires, comment évoluent les habitudes de lecture en Afrique et surtout quel essor pour les livres numériques. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir depuis Rabat Yassine Retnani, il est libraire et éditeur au sein du Carrefour des livres à Rabat. Bonjour à vous Yassine Retnani et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Bonjour également depuis donc à Paris où nous retrouvons l'écrivain et auteur qui se nomme donc Jean-Aimé Dibakana, mais plus connu sous le nom de Dibakana Mankessi. Il est avec nous donc, je le disais, depuis Paris. Bonjour à vous Dibakana Mankessi. Bonjour Omar Baldé, merci de votre invitation. Merci. Alors, tout d'abord, allons à Rabat avec Yassine Retnani. Yassine Retnani, vous participez au Ciel. Vous, en tant que libraire et éditeur, quel est le plus que cet événement vous apporte? Alors pour nous, cet événement est très important parce que c'est l'événement incontournable qui met le livre au centre pendant 10 jours à travers tout le Maroc. Et pour nous, c'est vraiment un événement qu'on attend, qui est important pour nous parce que c'est une manière pour nous libraires de rappeler qu'un salon du livre, c'est une librairie géante et que toute l'année, il y a des librairies dans toutes les villes qu'il faut fréquenter. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer des auteurs qui viennent présenter leurs livres et de rencontrer aussi d'autres éditeurs d'autres pays et de voir aussi un petit peu ce qui se fait dans le monde. Donc c'est vraiment un rendez-vous incontournable qu'on attend avec impatience chaque année. En tout cas, un rendez-vous important. Alors, Dibakana Mankessi, vous avez eu aussi l'occasion de participer à ce Ciel et dans d'autres salons. Vous, en tant qu'auteur, que représentent ces salons du livre? Yacine, un salon du livre, c'est une librairie à porte ouverte, si on va dire, une librairie géante à porte ouverte. Et je pense que c'est des moments importants. C'est des moments importants pour les auteurs, d'abord, parce que je suis auteur, je commence par ça. Pour les auteurs, parce que ça permet de rencontrer le public, permet de rencontrer les lecteurs, d'échanger avec eux, et ça permet de rencontrer des confrères, des consoeurs, des collègues écrivains qui ont la même occupation que nous. C'est toujours un moment important d'échange et c'est aussi un moment justement d'expliquer ce qu'on fait, d'échanger sur ce qu'on fait avec les uns et les autres. Donc non, c'est des moments très importants. En effet, j'ai eu l'honneur de venir à ce salon à 2 reprises déjà et c'est un grand salon qui est très bien et j'avais déjà, à d'autres occasions, encouragé ce type d'initiative et le Maroc est en train d'apparaître, en tout cas en Afrique, comme un point culturel très important et ce salon est là justement pour continuer à le démontrer. Voilà. Justement, ce salon a été inauguré jeudi dernier par le prince héritier, donc son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan. Je vous propose de retourner à cette cérémonie d'inauguration qui a eu lieu jeudi dernier à Rabat. Rabat comme capitale culturelle du livre, son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan a présidé à l'espace OLM Swissi à Rabat l'ouverture de la 31e édition du Salon international de l'édition et du livre. Une fois de plus, ce salon constitue un espace de rencontre entre les auteurs et les citoyens. L'affluence est considérable, les Marocains manifestent un réel intérêt pour le livre, comme en témoigne le nombre impressionnant de visiteurs participant aux activités culturelles et achetant des ouvrages. L'an dernier, les ventes ont atteint 30 millions de dirhams. Un rendez-vous culturel marqué par la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI de promouvoir le savoir et avec pour thème le voyage.
Cette édition se tient dans un contexte particulier, alors que Rabat porte le titre de la capitale mondiale du livre. À cette occasion, les organisateurs ont choisi de mettre à l'honneur la littérature du voyage avec la figure emblématique d'Ibn Battuta, célèbre explorateur marocain qui a parcouru le monde et a découvert de nombreuses cultures. Plusieurs pays amis du royaume y ont été conviés, dont la France, unie au Maroc par des liens culturels et historiques. Un salon qui se caractérise donc par une coopération diverse autour d'un partenariat renforcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI et du chef d'État français Emmanuel Macron. Au total, 891 exposants y sont présents avec autant de pays arabes, africains, asiatiques, européens et américains, et même des pays d'Amérique latine comme le Venezuela, enthousiastes à l'idée de participer à une coopération sud-sud. Pour nous, pays d'Amérique latine, c'est un immense honneur d'être présent ici. C'est une occasion unique de bâtir des ponts entre nous, ceux du Sud global, ce Sud qui se rencontre, se voit et se ressent. Ce Sud, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique latine, ce sont tous les pays qui réhabilitent leur savoir, leurs valeurs et leur héritage culturel. Le programme culturel de cette 31e édition sera ainsi marqué par la contribution d'un bon nombre de chercheurs et écrivains marocains, mais aussi étrangers, dans le but de faire rayonner la capitale marocaine comme lieu de savoir reconnu et attractif. Alors, on vient de voir donc l'exemple du ciel à Rabat. Tout à l'heure, on ira en Côte d'Ivoire, mais je retourne à Rabat retrouver Yacine Retnani. Alors, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous, en tant qu'éditeur et libraire, est-ce que réellement c'est un business qui fait vivre comme on le dit, son homme, comme on le dit chez les Ivoiriens? Ça fait vivre son âme, en tout cas, ça fait vivre son cerveau et son cœur. Parce que la preuve, justement, de votre invité, je lui dis bonjour d'ailleurs, monsieur Mankesi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'année dernière. Un de mes auteurs était finaliste avec lui pour le prix Orange Afrique. Et ça sert à ça, les salons. C'est des rencontres, c'est de pouvoir mettre des visages sur des noms, c'est de pouvoir créer des ponts, c'est pouvoir découvrir des cultures aussi. Dans votre petite capsule, il y avait l'Amérique du Sud aussi. Donc c'est vraiment non seulement une librairie géante, mais c'est vraiment avoir... il y a plusieurs pays représentés, il y a plusieurs... donc c'est vraiment très riche. Après, économiquement, est-ce que c'est viable? Pour nous, le Salon du Livre, c'est vraiment l'occasion de sortir de nos librairies, d'être sur le salon, donc de toucher des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de venir nous voir. Donc oui, il y a des ventes qui se font, mais il y a aussi beaucoup de dépenses parce que le stand n'est pas gratuit, il faut héberger l'équipe. Donc moi, on m'a toujours appris, on ne fait jamais un salon pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que le salon, c'est de la visibilité, c'est de la communication, c'est un investissement et on finit par récolter ses fruits plus tard. Donc, est-ce que économiquement c'est viable? Non. Mais est-ce que c'est important et ça permet est-ce qu'il y a une rentabilité après le salon? Oui, une rentabilité sur le long terme et qui n'est pas chiffrable. Par exemple, le fait de connaître votre autre invité, eh ben, je sais que s'il cherche un éditeur, il sait qu'il peut me trouver. Si moi, je cherche un auteur de son pays, je sais que je peux le rencontrer et je l'ai rencontré. C'est grâce au Salon du Livre de Rabat. En tout cas, c'est important. Justement, Dibakana Mankessi, au-delà des salons, on ira tout à l'heure en Côte d'Ivoire, comme je le disais, mais au-delà des salons, est-ce qu'aujourd'hui, l'auteur, vous êtes un auteur et écrivain, est-ce que l'écriture fait vivre actuellement pour un auteur africain? Oui, alors, il fait vivre spirituellement, comme l'a dit mon prédécesseur, monsieur Yacine Retnani. Il fait vivre spirituellement, il fait vivre culturellement, parce que quelque part, on dit qu'on ne mange pas que de pain, mais qu'on mange aussi d'autres choses. Donc oui, par contre, financièrement, il faut être clair, et je pense que ce n'est pas un cas particulier pour les auteurs africains. Je pense qu'il est difficile, ou j'allais même dire impossible, pour un auteur africain aujourd'hui, enfin je parle de l'Afrique, mais je pense que c'est le même problème un peu partout, de vivre uniquement de sa plume.
Je pense qu'ils sont très rares, hein, ils sont très rares les auteurs qui ne vivent que de leur plume. Ce serait l'idéal, bien évidemment, dans le meilleur des mondes. Malheureusement, nous n'y sommes pas. Cela signifie qu'il faut forcément avoir une activité ou des activités à côté qui vous permettent de vivre. Mais comme je le disais, hein, n'oublions pas justement cette nourriture spirituelle, cette nourriture culturelle que nous procure le livre. Parce que la question du partage, effectivement, comme cela a déjà été dit, n'a pas de prix. Hein, ce partage-là, ces échanges-là, on ne peut pas mesurer justement ce que ça apporte, ce que ça nous rapporte aux uns et aux autres. Mais s'il faut parler des finances, la réponse est clairement non. En tout cas, nous, aujourd'hui, dans cette émission, on met le focus sur l'aspect financier. Alors, tout à l'heure, Yacine me parlait du fait que les salons, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent. Maintenant, Yacine, de façon générale, au jour le jour, parvenez-vous aujourd'hui dans le secteur de l'édition, en parlant rien que de l'aspect économique, est-ce que c'est quelque chose de rentable? Alors moi, ma librairie a 41 ans. Ça fait 41 ans que le Carrefour des livres existe. On est à Casa. Depuis 3 ans, on est aussi à Rabat. Et on est une des rares librairies que ne faisons pas de scolaire. Euh, la librairie marchait très, très bien. J'ai pu, voilà, elle appartenait à mes parents, donc j'ai pu aller, voilà, avoir une enfance assez, assez riche. Parce que voilà, à l'époque, il y avait très peu de librairies et on était voilà, une des librairies les plus importantes. Moi, je l'ai reprise il y a 20 ans et en 20 ans, c'est les montagnes russes. Donc ça reste très fragile économiquement. S'il n'y a pas de passion, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, un libraire qui décide de faire uniquement de la littérature, du roman, du beau livre, s'il n'est pas passionné et qu'il n'arrive pas à trouver une niche, la librairie ne durera pas. La plupart des librairies aujourd'hui arrivent à générer de l'argent parce qu'elles font du scolaire à côté ou qu'elles ont aussi une autre activité comme la mienne. Moi, depuis 1 an, j'ai dû voilà, ouvrir une branche édition pour pouvoir sauver ma librairie et maintenir et être sûr de ne pas dénaturer son ADN et de continuer à me développer. Donc, est-ce que c'est viable économiquement? Je pense qu'en Afrique, on a besoin de librairies, mais c'est un business très, très fragile parce qu'il y a énormément d'auteurs, il y a énormément d'éditeurs, il faut un investissement de départ et surtout, il faut une passion. Donc, on ne peut pas décider du jour au lendemain de se dire, allez, je vais ouvrir une librairie. Ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Il Je faut sais pas. beaucoup de passion, en tout cas, pour pouvoir s'en sortir dans les activités libraires. Allons maintenant en Côte d'Ivoire, je vous le disais depuis tout à l'heure, où le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes, donc, avec plus de 100 000 visiteurs et des passionnés de lecture qui sont donc attendus durant ce salon de 5 jours qui se tient actuellement à Abidjan. Allons-y sur place. La lecture est essentielle à l'esprit et à l'enrichissement personnel. Souvent décrite comme une nourriture intellectuelle, elle constitue une véritable évasion. Dans un monde en perpétuelle mutation, le Salon international du livre d'Abidjan, le SILA, s'impose ainsi comme une vitrine privilégiée dans cet éveil littéraire. C'est au Parc des Expositions d'Abidjan que s'est ouverte la 16e édition, en présence d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Placée sous le thème « Lire pour bâtir », cette édition met en lumière l'importance du livre, véritable gage de vitalité intellectuelle et culturelle. Si les infrastructures bâtissent le corps d'une nation, la culture et le livre en constituent l'âme. Le SILA a grandi. Il n'est plus une simple foire commerciale. Il est devenu le carrefour de l'intelligence africaine, le rendez-vous où la plume ivoirienne dialogue avec le monde. Pour cette année 2026, cet événement majeur met à l'honneur le Liban à travers son histoire, ses œuvres et ses auteurs. On veut remercier le gouvernement et surtout le ministère qui nous a fait plaisir d'abord en tant que membre invité d'honneur. À travers ça aussi, on veut montrer aussi à la jeunesse ivoirienne qu'on n'est pas que bon que dans le commerce. On a des écrivains, on a des intellectuels. Donc on est une quinzaine d'écrivains
quelques-uns qui sont locaux et d'autres qui viennent de la France et du Liban, mais qui est typiquement en français. Pendant 5 jours, auteurs, éditeurs, lecteurs, libraires et acteurs du monde littéraire se réunissent pour faire du livre un bien accessible à tous. Les éditions Barreau qui ont été créées sous ma houlette est une jeune maison d'édition qui a pour ambition de s'approprier l'écriture et de s'ouvrir sur le monde. Donner vie aux écrits de nos compatriotes, donner vie à l'esprit dans lequel tout le monde voudrait voir l'Afrique évoluer. Je pense qu'il faut lire pour bâtir. Donc il faut penser aux générations futures. C'est avec l'imaginaire, c'est avec la construction d'un imaginaire fort. Et c'est dans la lecture qu'on puise justement. C'est vraiment une très belle vitrine parce qu'on rencontre beaucoup de monde. C'est une opportunité pour que le livre soit de plus en plus accessible. Donc, si on veut réussir, il faut lire. Et la lecture nous aide à développer beaucoup d'aptitudes. Tout se bâtit déjà dans l'esprit. Quand on lit, on va donc aiguiser notre esprit et on va construire une société plus durable, plus forte. Ce sont plus de 100 000 visiteurs venus découvrir le patrimoine littéraire de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'ailleurs. Pour cette édition, le Grand Prix national Bernard Dadier de la littérature a été décerné à l'écrivain et diplomate ivoirien Maurice Kakou Bandama pour son roman Sœur esclave. Le prix national Bernard Dadier du jeune écrivain a quant à lui été attribué à Soubouré Dali pour son ouvrage Les Monts de Kong, paru aux éditions du Continent. Alors, on vient de le voir donc, en tout cas en Côte d'Ivoire, on fait la promotion de la lecture. Alors, Dibakana Mankessi, est-ce qu'aujourd'hui, vous en tant qu'auteur et écrivain, selon vous, quelles sont les tendances de lecture qui intéressent le plus le public africain? Alors, je pense que il y a un genre de lecture qui est obligatoire et je pense que c'est le plus connu en Afrique, le plus célèbre, c'est le livre scolaire. Le livre scolaire, vu qu'il y a une obligation de s'approprier de ces livres, les parents vraiment font des pieds et des mains pour se procurer des ouvrages scolaires. Et c'est pour ça, j'en profite donc de dire que lorsque l'un des moyens de faire connaître les auteurs africains, ailleurs le problème se pose plus vraiment, mais en Afrique subsaharienne en tout cas, l'un des moyens c'est justement de mettre au programme des auteurs africains. Mais enfin, pour poursuivre votre question, la réponse à votre question, donc je disais, il y a d'abord le livre scolaire, et puis vient, je pense, après j'ai pas fait d'études là-dessus, j'ai pas mené des statistiques, mais je pense qu'après le livre scolaire, le livre qui est le genre qui est le plus lu, c'est le roman. C'est le roman. Parce qu'on a quelques auteurs qui sont connus, je parle d'auteurs africains en général, hein, qui sont connus et que les gens, enfin tout le monde connaisse un peu, et puis qui sont lus, et puis des auteurs étrangers aussi, beaucoup. Donc je pense qu'après le livre scolaire viendrait le roman. Mais je n'ai pas mené de statistiques là-dessus, mais je pense que c'est ça. Alors, la même question, je la pose à Yacine Retnani, mais en y ajoutant aussi une autre problématique. Aujourd'hui, comment se structure le circuit de l'auteur jusqu'au lecteur? Parce qu'on parle aussi des problèmes de distribution, tout ceci. Comment se structure ce circuit de façon générale? Alors déjà, moi, je vais commencer. En Afrique, le monde de l'édition et du livre est jeune. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, et je mets bien évidemment le Maroc dans l'Afrique, nous sommes des peuples de la tradition orale. Nos grands-mères nous racontaient des histoires. Voilà, on n'avait pas de support papier. C'est quelque chose de récent qui date d'une cinquantaine d'années, d'une soixantaine d'années. Donc on est vraiment, pour moi, le monde de l'édition est très jeune et qu'on est en train d'avancer. Je trouve qu'on a pris un train à grande vitesse, donc on est en train de rattraper tout le retard qu'on a, d'où toute cette effervescence. Il suffit de voir la capsule sur le salon d'Abidjan, où j'ai eu la chance d'aller l'année dernière. C'est incroyable la richesse et la curiosité et l'engouement que la jeunesse a autour du livre. Donc il y a cette soif, il y a cette faim. Moi, je pense que ce qui marche aujourd'hui, ce qui est nécessaire, et ce qu'on voit aussi chez plusieurs éditeurs dans différents pays d'Afrique, c'est les romans,
parce que j'ai l'impression voilà, qu'il y a ce besoin de sortir nos traumas pour pouvoir justement avancer et grandir. Donc, moi, je dirais que le roman, mais il y a aussi le beau livre, parce qu'il y a aussi ce besoin d'ancrer notre patrimoine, notre héritage dans des livres pour les générations futures. Donc, il y a aussi le beau livre. Et bien évidemment, les essais aussi qui parlent des maux de la société aujourd'hui et ce qui nous permettent aussi de prendre du recul pour avancer. Donc, voilà, le scolaire, pour moi, ça reste quand même assez commercial, on va dire, et c'est plus, voilà, c'est économique, saisonnier. mais saisonnier, voilà, C'est saisonnier et puis saisonnier. économique, voilà, c'est des gros conglomérats, c'est des grosses, voilà, c'est des gros distributeurs qui se disputent les marchés. C'est beaucoup d'éditeurs français qui viennent vendre leur production en Afrique, mais on voit aussi, comme on est jeune, plein d'initiatives de jeunes africains qui décident justement de proposer des livres scolaires africains. Et on est en train d'essayer de se détacher un petit peu de l'Europe. Et ça, c'est plutôt positif. Et ça se ressent en fait dans tous ces salons. Ces salons, ils servent à ça finalement. Ces salons internationaux du livre, et surtout dans nos pays, ils servent à ça, à se réapproprier notre culture, à se réapproprier notre économie. Parce que tout ça, c'est de l'économie. Le livre est imprimé. Tous ces livres que vous voyez là à l'écran sont imprimés au Maroc. Ils sont édités en Afrique, à Abidjan aussi. Il y a donc de plus en plus d'imprimeurs, de plus en plus de distributeurs, de plus en plus d'éditeurs. Donc tout ça c'est de l'économie, c'est du chiffre. Et au Maroc, justement, on a lancé, grâce à la CGEM, on a la chance d'avoir la Fédération des industries culturelles et créatives, qui a une commission livre et édition qui permet justement de fédérer et de regrouper tout ça et de faire comprendre à nos politiques que le livre, certes, c'est du sentimental, c'est de l'intellectuel, mais c'est une économie et qu'aujourd'hui, on est en train de construire ça pour arriver à tomber avec des chiffres et de réguler tout ça et de se développer correctement. En tout cas, c'est intéressant. On reviendra tout à l'heure sur les problématiques de distribution notamment. Mais avant cela, je vous propose d'aller à Dakar pour aller donc au Sénégal. Écoutez notre correspondante sur place qui nous présente un peu le secteur de l'édition et du livre sur place. Le fonctionnement économique du secteur de l'édition du livre au Sénégal repose sur la manière dont les éditeurs financent, produisent et commercialisent leurs ouvrages dans un marché limité, structuré autour de segments clés. Le principal pilier de ce modèle est le livre scolaire qui constitue la plus grande part des ventes grâce aux écoles, à l'État et aux programmes éducatifs. Sans ce segment, de nombreuses maisons d'édition auraient du mal à survivre. La chaîne du livre regroupe plusieurs acteurs, notamment les auteurs, les éditeurs, imprimeurs, distributeurs, libraires et institutions, mais elle reste fragile et insuffisamment structurée. Les livres scolaires ou encore la littérature pédagogique dominent largement le marché, tandis que la littérature générale, les essais et les ouvrages culturels se vendent peu avec des tirages réduits et une rentabilité difficile. Le secteur est marqué par des coûts de production élevés, notamment à cause du papier importé, de l'impression coûteuse et de la distribution complexe, ce qui rend le livre cher. Pour faire face à ces contraintes, les éditeurs s'appuient sur des aides publiques, des partenariats et des politiques de soutien. Il est également rare de vivre uniquement de l'écriture. Comme en Europe, la plupart des auteurs sénégalais exercent une autre activité comme l'enseignement, le journalisme ou la recherche pour compléter leurs revenus. Au Sénégal, le secteur de l'édition reste faible et dépend fortement des importations de livres, surtout de France, malgré une reconnaissance croissante des auteurs africains. En 2021, en Afrique, les importations de livres ont atteint environ 597 millions de dollars contre 81 millions de dollars d'exportation. Malgré des marchés locaux encore fragiles, le continent regorge de talents comme l'illustre la reconnaissance internationale d'auteurs originaires de la Tanzanie, du Sénégal et de l'Afrique du Sud, récompensés par de grands prix littéraires en 2021.
Alors, on vient de suivre donc Sirmi Boukaka qui nous parlait de la situation au Sénégal. Alors, Debakana Mankessi, en tant qu'auteur, quel regard portez-vous aujourd'hui, globalement, sur la situation financière des auteurs africains? Est-ce que c'est des gens ou bien c'est des talents qui sont plus aujourd'hui mis en valeur depuis le continent, ou sont-ils toujours obligés d'aller compter sur, disons, des leviers extérieurs hors du continent pour pouvoir valoriser leurs talents? Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, avant cela, je voudrais rebondir très rapidement sur le reportage que nous a présenté Madame Boukaka. Très intéressant, très bien fouillé. Et je crois que ce qui a été dit peut être calqué sans enlever une seule virgule au Congo-Brazzaville. Et je pense dans plusieurs autres pays africains. Donc, c'est exactement ça, hein, ce qui a été dit, et qui confirme ce que je disais au départ, c'est le livre scolaire, hein, qui est en haut de la marche. Alors maintenant, pour répondre à votre question, c'est pour ça que je pense vraiment qu'il est nécessaire que les politiques publiques puissent s'emparer de cette question du livre. C'est déjà fait, bien évidemment, mais je pense qu'il faut être plus audacieux parce que ce qui a été dit, y compris dans le reportage, y compris pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement, les auteurs africains souffrent de cette difficulté de s'insérer, en tout cas d'être reconnus dans leur pays. Cela a déjà été dit aussi, ce qui se passe, parce que finalement, la lecture commence par le jeune âge, et nos jeunes, qu'est-ce qu'on leur met en face entre les mains pour justement découvrir le monde? Souvent, c'est pas des réalités qui les concernent. Souvent, c'est des livres qui viennent hors d'Afrique, et ce sont ces livres-là qui ont effectivement pignon sur rue, ces auteurs-là qui ont pignon sur rue, et du coup, les auteurs originaires d'Afrique ont vraiment du mal à s'exprimer, ou en tout cas ne sont pas suffisamment mis en avant, parce que la place est occupée par d'autres auteurs, ce qui n'est pas mauvais, parce que finalement la culture, voilà, c'est une ouverture au monde, mais il est important quand même pour les Africains aussi d'être connus des lieux d'où ils viennent, de leur pays et tout ça. Et on a effectivement, ce qu'on remarque effectivement, ça a été dit aussi dans le reportage, c'est que malheureusement, un auteur africain a plus d'impact lorsqu'il a été reconnu hors d'Afrique, ce qui est assez paradoxal, n'est-ce pas? Tous les grands auteurs africains, tous les grands, en tout cas ceux qui sont considérés comme grands auteurs africains, malheureusement, force est de constater que ils ont d'abord été reconnus par l'étranger, notamment l'Occident, et pour les pays francophones, la France, avant d'être... Et c'est cette lumière-là que l'étranger met sur ces auteurs-là qui fait que finalement, les Africains puissent également commencer à les regarder, ce qui est bien dommage. Moi, je suis convaincu, et d'ailleurs, j'en ai la preuve, qu'on a des très bons auteurs africains qui vivent en Afrique et qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment mis en lumière par, justement, la chaîne du livre, par tout le circuit et tout ça. Voilà un peu... Alors justement, Yacine Retnani, cette question de chaîne et de circuit de distribution, au Maroc aujourd'hui, comment cela se structure et peut-être quelle expérience il est possible de partager avec d'autres pays? Au Maroc, malheureusement, encore aujourd'hui, comme dans tous les pays d'Afrique, il y a des distributeurs marocains qui importent de chez des distributeurs français en majorité. Il n'y en a pas 36 000, hein, ils sont 3 ou 4. Et c'est les mêmes chiffres que le documentaire par rapport à Dakar. Et du coup, c'est voilà, c'est des distributeurs français qui envahissent le marché africain via des distributeurs locaux. Ils sont souvent, comme au Maroc, voilà, achètent et actionnaires chez la Librairie nationale, donc qui a une plus grosse part du marché du livre scolaire. Mais moi, tout ça, ça ne m'impressionne plus, en fait, et ça ne m'inquiète pas parce que je sens qu'il y a un réel changement. Donc aujourd'hui, il continue à se faire des sous, on continue à être envahi par du livre scolaire français. Tous les ans, au Centre national du livre, on nous fait part du chiffre impressionnant de l'importation du livre français. Mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des Africains
dans tous les pays d'Afrique qui sont sensibles à la question du livre. Je pense au Congo, je pense au Sénégal, je pense au Cameroun, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Maroc, à la Tunisie. Il y a toute une jeunesse qui a compris ce qui se passe et qui est en train de travailler justement, d'où la création de plus en plus de petites maisons d'édition. Et l'idée, voilà, je pense que le rêve de nous tous, c'est l'idée justement de se fédérer, grâce à la CGM aussi, et ben, c'est que tous ces chiffres qu'elle nous a annoncés et ben, soient alloués et destinés et restent en Afrique en fait. Et qu'on n'ait plus besoin d'importer du livre, qu'on soit capable de produire du livre. Et ces chiffres montrent qu'il y a une chaîne du livre qui existe, qui fonctionne. Le livre scolaire est importé, il circule, il est vendu, il est lu. Et ben, si c'est possible, et ben, c'est possible aussi ben, que le roman, que la jeunesse, que les essais soient aussi circulent de la même manière. Maintenant, voilà, c'est juste, il faut inverser le sens. Il faut prendre conscience de notre richesse, se rendre compte qu'on en est capable, et c'est en train d'être fait. Et j'espère que dans quelques années, ben, ça sera l'inverse. On analysera les chiffres du livre africain exporté en Europe. Mais c'est un combat qui est mené depuis plus de 40 ans, depuis plus de 45 ans même, depuis plus de 50 ans. Et là, voilà, on est en train d'avancer et ça va changer. En tout cas, les auteurs africains, comme le disait tout à l'heure Diba Kana, se distinguent sur la scène mondiale. Peut-être il faut qu'ils soient portés par des éditeurs africains. Certainement, c'est un grand combat à mener. Ce combat, d'ailleurs, se constate dans d'autres pays du continent. Par exemple, allons dans un marché anglophone. Eh bien, dans la première démographie du continent, vous avez compris, je parle du Nigeria. Comment se porte le secteur de l'édition dans ce grand pays anglophone? Allons écouter ensemble Gilbert Tamba, notre correspondant sur place. L'Afrique lit et écrit, mais reste un acteur mineur de l'économie mondiale du livre. Avec près de 18% de la population mondiale, le continent ne représente que 5,4% des recettes du secteur. En 2023, cela équivalait à environ 6,97 milliards de dollars américains. Un chiffre modeste au regard de son immense potentiel. Un paradoxe choquant, mais surtout une formidable opportunité. Derrière ces statistiques, un changement profond est en marche. Une révolution discrète portée par le numérique, l'auto-édition et une jeunesse hyper connectée. Aujourd'hui, de plus en plus d'auteurs africains délaissent les circuits traditionnels. Ils publient en ligne, partagent leurs ouvrages sur les réseaux sociaux et vont à la rencontre de leur public. Les plateformes numériques bouleversent aussi les règles du jeu. Elles facilitent l'accès aux livres dans des régions où les librairies sont encore rares et les coûts de production sont aussi élevés. Dans le cas précis du Nigeria, géant démographique du continent, le pays recèle des millions de lecteurs potentiels. La scène littéraire est en pleine effervescence, avec des auteurs internationaux publiant plusieurs ouvrages. Les obstacles qui subsistent sont nombreux. Faute de prix et de réseaux de distribution solides, les ventes illégales de livres par les éditeurs africains étaient souvent perçues comme un manque de contrôle de la part des médias. Pourtant, les initiatives se multiplient. Lancement de livres numériques, maisons d'édition indépendantes, nouvelles formes de diffusion. Bref, un écosystème créatif est en train d'émerger. L'Afrique deviendra-t-elle le prochain grand marché mondial du livre? Et surtout, comment transformer ces viviers de talents et de lecteurs en une véritable puissance de l'édition? Cela reste un défi stratégique, mais aussi une formidable promesse pour l'avenir du continent. Alors, Gilbert Tamba a évoqué le cas du Nigeria en mettant le focus sur le numérique. Justement, Diba Kana Mankessi, aujourd'hui, vous, en tant qu'auteur, où est-ce que vous trouvez plus votre intérêt économique? Est-ce à travers les e-books ou plutôt dans l'édition papier? Oui, cette question est difficile à répondre. Enfin, je vais y répondre partiellement, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais fait je n'ai jamais eu affaire à l'édition numérique, mais je pense que je n'ai eu affaire qu'à l'édition papier, donc je peux donc pas comparer. Mais ce qui a été dit est très vrai, ce qui a été dit dans le reportage est très vrai. Je pense que c'est
l'une des directions d'où pourront venir les surprises, j'espère bonnes, pour l'édition africaine, pour le livre africain. C'est justement le numérique. Et lorsqu'on voit l'engouement de notamment la jeune génération, les jeunes, sur justement, parce qu'ils ont compris toutes les difficultés qu'il y a justement lorsqu'on veut se faire éditer dans le circuit classique du livre. Voilà, c'est pas toujours évident. Et donc, il y en a qui ont pris le choix, effectivement, d'aller plutôt vers l'édition numérique. Et j'ai l'impression que de ce côté-là, effectivement, on risque d'avoir des bonnes surprises dans l'avenir. Mais personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, non, pas encore. Pour le moment, donc, vous restez sur le papier. Alors, Yacine Retnan, en tant qu'éditeur et libraire, vous sentez-vous menacé par les e-books? Investissez-vous dedans? Alors, aujourd'hui, que pouvez-vous en dire? Alors, est-ce que je me sens menacé? Non, pas du tout, parce que moi, je pense que sur le continent, voilà, les éditeurs et les libraires sont plus nécessaires que jamais. Voilà, il y a une réelle transition, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est ma conviction à moi, et c'est peut-être ma passion, mais c'est ma conviction. Et par contre, moi, en tant qu'éditeur, j'utilise le numérique pour que les œuvres de mes auteurs puissent circuler plus facilement. Voilà, quand on est éditeur à Casablanca et qu'on peut être distribué en Europe, mais si on a des lecteurs aux États-Unis qui souhaitent lire les livres, c'est beaucoup plus compliqué de les faire acheminer là-bas. Ou si on a des lecteurs qui veulent lire nos livres en Afrique du Sud, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pratique d'avoir les livres de nos auteurs sur des supports pour numérique. Donc ça, on les rajoute. Et il y a des prestataires étrangers aujourd'hui avec qui on collabore. Et donc, non, moi, ça ne me fait pas peur. Au contraire, pour moi, c'est complémentaire. Et ça reste de la lecture. Donc, et puis le livre papier est loin de disparaître. Et voilà. Donc, nous, on utilise ça pour nos auteurs. Par rapport à l'édition à compte d'auteur, je n'ai pas d'idée arrêtée dessus. Je pense que c'est une expérience à avoir, mais je pense que ça n'a pas le même impact que d'être publié chez un éditeur où on est beaucoup plus visible, beaucoup par les lecteurs, par les libraires, on est beaucoup plus facilement repérable. Donc, souvent, voilà, on a des auteurs qui ont expérimenté l'impression à la demande ou à compte d'auteur et qui finissent, au bout de quelques mois, à venir nous voir en nous disant, voilà, j'ai publié à compte d'auteur, je ne suis pas satisfait, je cherche un éditeur, est-ce que vous pourrez sortir mon livre? Donc, tout ça, c'est des expériences, mais pour moi, elles sont complémentaires, elles ne sont pas là, l'une n'est pas là pour remplacer l'autre. Au contraire, on est en train de trouver la bonne formule pour pouvoir faire en sorte que le livre soit accessible à tous, qu'il y ait le plus de lecteurs et le plus d'écrivains et le plus d'acteurs autour du livre. Alors, donc, à vous entendre parler, aujourd'hui, les éditeurs traditionnels et les libraires du papier sont en train de résister par rapport à cette concurrence du numérique? Oui. Enfin, oui, pour moi, il n'y a pas de concurrence, quoi, parce qu'acheter un livre en ligne, ça n'a rien à voir avec se déplacer dans une librairie et échanger avec un libraire et passer du temps dans une librairie à choisir un livre qui va venir à nous. Donc, l'expérience d'achat en ligne, voilà, c'est comme si vous achetez des chaussures en ligne, c'est pas la même chose quand vous les achetez en magasin, quoi. En magasin, vous pouvez les essayer, vous pouvez marcher avec, vous assurer qu'elles sont confortables. Quand vous les achetez en ligne, si vous n'êtes pas satisfait, vous devez les retourner. Donc, pour moi, c'est pas le même geste, c'est pas la même approche. Et je peux totalement comprendre quand on est lecteur que par rapport à justement à revenir à la distribution, à la circulation, quand on veut un livre tout de suite et maintenant, c'est pratique d'avoir la version numérique, mais ça n'empêche pas de revenir au papier. Et pour moi, c'est complémentaire, quoi. C'est pas. C'est complémentaire. En tout cas, papier versus numérique. Justement, il y a un pays où aussi cette question-là se pose, c'est au Gabon, où notre correspondante sur place, donc Daniel Aimé, nous fait elle aussi l'état des lieux de l'édition et du livre dans un marché jugé quand même assez restreint qu'est le Gabon. On y va.
Ici au Gabon, l'économie de l'édition du livre est encore fragile en raison d'un marché assez restreint. Avec environ 2,3 millions d'habitants, le lectorat est limité et les tirages sont généralement faibles, entre 300 et 1000 exemplaires par titre. Le coût d'impression élevé varie le plus souvent entre 8 000 et 15 000 francs CFA. Le pays possède très peu de maisons d'édition actives et la majorité des librairies est concentrée à Libreville et ensuite à Port-Gentil. L'absence d'un réseau national de distribution rend la circulation du livre difficile, ce qui explique que l'économie de l'édition du livre peine encore à se structurer durablement. On peut également constater que certains éditeurs choisissent d'imprimer à l'étranger où les coûts peuvent être plus compétitifs pour des volumes plus importants. Une solution qui entraîne des frais supplémentaires liés au transport, au stockage et à la logistique, ce qui renchérit encore le prix final du livre. Au-delà de la production, la distribution reste l'un des principaux défis de l'économie du livre au Gabon. Les auteurs et éditeurs vendent le plus souvent directement les ouvrages lors des dédicaces, d'événements culturels ou via les réseaux sociaux. On note également que les bibliothèques publiques sont peu nombreuses et les achats institutionnels restent limités. Cette absence de circuit de distribution professionnelle empêche largement l'émergence d'un véritable marché national du livre. Malgré ces difficultés, l'édition gabonaise reste dynamique. De nouvelles maisons d'édition voient le jour. Des salons du livre sont organisés régulièrement à Libreville et les auteurs gabonais publient des genres variés tels que le roman, la poésie, l'essai, littérature, jeunesse ou encore ouvrages universitaires. Aujourd'hui, l'économie de l'édition du livre au Gabon repose sur un équilibre qui est encore fragile. Cependant, la viabilité des auteurs et l'engagement des éditeurs indépendants et l'intérêt croissant pour la littérature locale montrent qu'une industrie du livre gabonaise est en construction. Ici à Libreville, pour le compte de Medi 1 TV, Daniela Eyem. Merci à vous, Daniela Eyem, depuis donc Libreville. Alors, Dibakana Mankessi, vous aujourd'hui, en tant qu'auteur et écrivain, vous me disiez que vous n'avez pour le moment jamais publié sur le numérique. Alors, mais il y a une autre question qui se pose, c'est le prix des ouvrages. On a entendu par rapport à la situation au Gabon. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui détermine le prix de l'ouvrage, vous, en tant qu'auteur, quand il vous arrive d'écrire et le prix auquel l'ouvrage est vendu, comment jugez-vous ces arbitrages? Oui. Alors, pour revenir rapidement sur l'édition numérique, l'édition papier. Donc, en effet, moi, je n'ai jamais publié en numérique, mais c'est justement là où je vais intervenir pour dire très rapidement pour les téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'on fait aussi acte de pédagogie pour les auteurs qui souhaitent se lancer et tout ça, c'est que lorsqu'on signe un contrat papier, d'édition papier, un éditeur sur le plateau, donc je parle sous son contrôle, en fait, on n'a pas la main. Moi, en tant qu'auteur, une fois que j'ai signé mon contrat avec Monsieur Yacine Retnani, éditeur, ce n'est plus à moi de décider que ce texte-là soit également publié en numérique ou sur quelque forme que ce soit. Il faut que ce soit une négociation, il faut que ce soit son accord, en fait, c'est lui qui a la main après derrière. Bien que, effectivement, il me consulte, mais moi, je n'ai pas le droit, une fois que j'ai signé un livre papier, de décider tout seul de le transformer en numérique. En revanche, une personne qui a publié en numérique, surtout lorsque c'est de l'auto-édition, peut, même si son texte a déjà circulé sur les réseaux sociaux, peut, dans un second temps, aller voir un éditeur, le lui proposer et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est une information importante à donner. Et l'autre information pour répondre à votre question, en tant qu'auteur, je ne sais pas comment ça se passe. Monsieur Yacine Retnani, éditeur, nous en dira peut-être un mot. Mais en tout cas, j'ai publié quand même un certain nombre de livres, plus d'une dizaine. Je n'ai jamais participé au prix du livre.
au prix du livre que j'ai écrit, ce qui est quand même aussi assez... Mais bon, voilà, c'est ainsi. J'ai eu plusieurs éditeurs. Jamais je n'ai été consulté pour donner un quelconque avis sur le prix du livre. C'est l'éditeur, c'est entre les mains de l'éditeur qui décide selon le sujet, selon le volume du livre, selon la charge de travail que cela lui prend, qui décide du prix du livre. Mais en tant qu'auteur, je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Voilà. Donc vous limitez au travail intellectuel. Exactement. Donc le reste de la chaîne est entre des éditeurs comme Yacine Retnani. Justement, Yacine Retnani, pouvez-vous nous donner une idée par rapport à comment ça se passe? Alors, pour revenir à ce qu'a dit mon camarade, par rapport au droit numérique, au droit du théâtre, au cinéma, ou musique, en fait, quand on signe un contrat, on le lit. Et en fait, c'est ce que ne font souvent pas les auteurs, c'est qu'ils sont tellement, voilà, ils ont tellement ce besoin d'être publiés et quand un éditeur annonce qu'il décide de le publier, donc il y a cette excitation, mais il est nécessaire de lire les contrats. Et les contrats ne sont pas figés, les contrats sont négociables et sont modifiables. Donc, par rapport au droit numérique, par exemple, moi j'ai un auteur congolais d'ailleurs, je pense qu'il le connaît, Elvis Ntambora Mampouele, que j'ai publié quand j'étais à la croisée des chemins, qui m'a demandé de garder les droits de ces numériques. Et donc, du coup, il a signé un contrat avec la maison d'édition où j'étais, et il est clairement stipulé qu'il garde ses droits numériques. Et d'ailleurs, il a trouvé, lui tout seul, un distributeur numérique. Et puis, du coup, le livre papier est édité chez nous et le livre numérique est publié chez un autre éditeur de livres numériques. Moi, ce que je dis aussi souvent aux auteurs, c'est lisez vos contrats, mais surtout quand vous signez des contrats, demandez à garder si vous êtes publié à l'étranger et pas dans votre pays, demandez à garder les droits pour votre pays, pour que le livre puisse être publié chez un éditeur de votre pays et du coup puisse circuler plus facilement et surtout puisse avoir un prix adapté à votre pays. Par rapport au prix, nous en tout cas au Maroc et même en Afrique, voilà, partout, moi je sais à Abidjan et tout, on a tous la même sensibilité, c'est que le livre soit accessible. Donc ce n'est pas dans l'intérêt d'un éditeur africain de mettre un prix cher pour un roman ou un essai. Nous, nos livres, voilà, vont de 40 dirhams à 120 dirhams maximum, ce qui fait entre 4 euros et 12 euros maximum. Par contre, s'ils sont vendus en France, on met un prix beaucoup plus cher parce que ça implique des frais de transport, des frais de distribution et tout ça. Pour revenir à la question comment le prix du livre est fixé, et en effet, l'auteur n'est pas consulté parce que voilà, l'auteur, en fait, à partir du moment où il signe un contrat avec un éditeur pour le papier, l'éditeur, son travail, c'est de faire en sorte que le livre naisse. Donc, c'est l'éditeur qui va corriger, mettre en page, choisir le format, choisir le papier. Et tous ces choix, en fait, vont impacter le prix. Et c'est surtout ce qui impacte aussi le prix, c'est le tirage. Donc, pour que le prix devienne intéressant et que l'éditeur ne perde pas d'argent, mais qu'on puisse aussi le vendre, plus le tirage est haut, donc plus on imprime d'exemplaires, plus le prix public est bas. Donc, pour arriver à un prix correct, il faudrait un tirage de 500 exemplaires dans un premier temps pour arriver à un prix correct. Le prix, en fait, est fixé par rapport au prix d'impression, par rapport aux charges de l'éditeur, donc correction, mise en page, infographie, directeur artistique s'il y en a, relecture. Et ensuite, il y a des frais. Il y a des frais parce que le livre, en fait, une fois que l'éditeur le sort, pour que le libraire puisse le vendre, il faut soumettre une remise au libraire. La remise moyenne d'un libraire est autour de 30%. Après, si l'éditeur ne travaille pas en direct avec un libraire, il doit passer par un distributeur, donc ça peut monter aussi jusqu'à 50-60%. Donc tout ça, ça fait en sorte que et surtout les droits d'auteur correspondent en général entre 8 et 12% maximum. Donc tout ça, ça nous permet d'arriver au prix public qui doit rester bas. Voilà, pour pouvoir toucher le maximum de personnes, mais il y a toute une économie derrière qui permet d'arriver à un prix public. Voilà.
Je ne sais pas si je réponds à la question. Abordable. En tout cas, c'est bien détaillé, hein, c'est très bien détaillé, surtout pour ceux qui voudront par la suite publier. Certainement, on aura l'occasion de revenir davantage sur ce très intéressant secteur de l'édition. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Yacine Retnani, je rappelle que vous êtes éditeur et libraire, notamment donc au Carrefour des livres à Rabat, d'où vous nous parliez, malgré votre temps très chargé. Donc à Casablanca également, malgré votre temps très chargé à l'occasion de ce ciel. Merci également à Dibakana Mankessi, qui est écrivain donc depuis Paris. Hein. Je rappelle que donc le ciel se poursuit actuellement à Rabat, donc pour ceux qui partent donc le découvrir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Médien TV. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.